Mon mari a refusé d'emmener notre fils aux urgences à cause d'une réunion soudaine, mais quand je suis arrivé à l'hôpital, je l'ai vu paniquer et précipiter sa meilleure amie enceinte dans la maternité. Je m'appelle Angela Paxton, j'ai 35 ans et je travaille chez le concessionnaire Lexus de Détroit. Ma vie était aussi paisible que celle de n'importe quelle autre famille de la classe moyenne, vivant dans le calme de la banlieue de Grosse Pointe Park, une petite maison de 2 étages, un mari dans le secteur de la technologie, et un fils de 5 ans nommé James qui ne manquait jamais de me faire sourire chaque matin. Mon mari Parker, 37 ans, est directeur financier chez Luminitech, une entreprise technologique. Il travaillait beaucoup, parlait peu, et avait toujours son ordinateur portable avec lui, même pendant les dîners de famille. J'avais l'habitude de croire que c'était un signe de sa responsabilité. Maintenant, je sais que c'était le rideau parfait pour cacher autre chose. Un soir de début mars, le froid de Détroit était mordant, la neige fondait lentement et le vent sifflait à travers les arbres dénudés. James a eu de la fièvre et se tenait le ventre de douleur. J'ai appelé Parker, la panique dans la voix. « Peux-tu rentrer maintenant ? Il a vraiment mal. » À l'autre bout du fil, j'ai entendu le cliquetis d'un clavier mêlé à une respiration détachée. « Je suis en réunion urgente. Emmène-le d'abord à l'hôpital. » D'accord. Je suis resté silencieuse quelques secondes, puis j'ai hoché la tête, même s'il ne pouvait pas me voir. Après avoir raccroché, j'ai attrapé mon manteau et j'ai porté James dans le vent glacial qui me transperçait la poitrine. Sur le chemin de l'hôpital St. Marie Merci allée à Avonia, je conduisais tout en réconfortant mon fils, la pluie froide martelant le pare-brise comme les battements affolés de mon propre cœur. Le corps de James était brûlant. Quand nous sommes arrivés, je me suis précipité au service de pédiatrie. Après l'avoir enregistré, je suis sorti dans le couloir pour attendre l'infirmière, essayant de me calmer avec des respirations régulières. Et c'est là que j'ai vu quelque chose qui a glacé tout mon corps. Au fond du couloir, à travers la vitre dépolie de la maternité, Parker guidait une femme en manteau gris dans une salle d'examen de gynécologie obstétrique. Je n'en croyais pas mes yeux. Il s'est penché, a dit quelque chose à l'infirmière, puis a doucement posé sa main sur son dos, un geste qu'il ne m'avait pas offert depuis des années. Elle a levé les yeux, et sous la lumière blanche de l'hôpital, son visage est devenu clair. Tiffany Wilson. Je la connaissais. Une amie proche de Parker qui travaillait dans une agence de marketing dans le même immeuble que Luminitech. Parker l'avait mentionnée une fois au dîner, disant qu'elle était très intelligente avec un énorme potentiel. Je me souviens avoir souri et l'avoir cru. Mais maintenant, alors que l'infirmière demandait « Êtes-vous le père du bébé ?» et que Parker hochait la tête, j'ai senti quelque chose se briser dans ma poitrine. Je me suis détourné, courant presque vers le service de pédiatrie, de peur de crier si je restais une seconde de plus. J'ai serré James fort contre moi, essayant de cacher le tremblement qui parcourait mon corps. Le médecin a dit que c'était juste une légère intoxication alimentaire, rien de grave, et a prescrit quelques médicaments simples. J'ai signé les formulaires de sortie et les ai remerciés distraitement. Alors que James s'endormait sur la banquette arrière, je suis resté assise, immobile, regardant l'enseigne de l'hôpital devenir floue dans le rétroviseur. La pluie épaisse brouillait toutes les lumières, et dans ce flou, tout ce en quoi j'avais cru s'est évanoui. Ce soir-là, Parker est rentré tard. Il a dit qu'il y avait des embouteillages. Même costume gris, même parfum que j'avais autrefois aimé. Il m'a embrassé sur le front comme si de rien n'était. J'ai répondu par le silence. Nous étions allongés l'un à côté de l'autre, 2 personnes dans la même pièce, mais venant de mondes entièrement différents. J'entendais le vent dehors, la douce respiration de James dans la chambre d'à accent grave côté. Et à cet instant, j'ai su que ma vie avait pris un chemin différent. Je n'ai pas dormi. La faible lumière jaune du couloir se déversait sur le mur de la chambre. Je l'ai fixé longtemps et me suis dit en silence, à partir de maintenant, je ne croirai plus ces paroles, seulement les preuves. Le lendemain matin, Détroit était gris et humide, une bruine légère tombant sur le toit. Parker s'est levé tôt comme d'habitude, s'est soigneusement versé son café, a ajusté sa cravate, puis s'est penché pour embrasser James sur le front. Mon fils a gloussé, ignorant que les mains qui le touchaient doucement appartenaient à un homme qui venait de sortir d'une maternité la nuit précédente. Parker s'est tourné vers moi et a demandé calmement, « Tu veux que j'emmène James à l'école aujourd'hui ?» J'ai souri. Pas la peine. Nous irons ensemble. Il a hoché la tête, a pris sa mallette et, comme tous les autres matins, a quitté la maison sans se retourner.
Il pensait que je lui faisais confiance, mais en vérité, les calculs avaient déjà commencé dans mon esprit. Une fois la porte fermée, j'ai regardé par la fenêtre sa berline grise sortir de l'allée. J'ai attendu exactement 3 minutes, puis j'ai ouvert, localisé mon iPhone. L'application que nous avions installée pour suivre nos positions en voyage. Sur l'écran, sa position s'affichait clairement. Hôpital St. Marie Merci, Léavonia, pas son bureau du centre-ville de Détroit. J'ai fixé ce petit point bleu, sentant un froid en moi comme de la neige qui tombe. J'ai enfilé mon long manteau, glissé mon téléphone dans ma poche et quitté la maison. Le trajet jusqu'à Léavonia a duré plus de 40 minutes. Et à chaque kilomètre, le vide en moi devenait plus prononcé. En arrivant, je me suis garé sur le parking des visiteurs, j'ai relevé mon col et je suis entré dans le hall. À l'intérieur, l'odeur familière de l'hôpital, un mélange de désinfectant, de sueur et de peur. Je me suis approché du bureau d'accueil de la maternité, essayant de parler calmement. « Excusez-moi, je suis une amie de Tiffany Wilson. Dans quelle chambre est-elle » La jeune infirmière a levé les yeux, m'a scanné de la tête aux pieds et a dit doucement « Chambre 303 ». Elle attend une échographie. J'ai hoché la tête, les remercié et j'ai lentement marché dans le couloir. Le son des moniteurs cardiaques fait pulser régulièrement de chambre en chambre. Chaque pas que je faisais me donnait l'impression de marcher sur des souvenirs brisés. Quand j'ai atteint la chambre 303, je me suis arrêté. La porte était légèrement entr'ouverte et, à travers l'étroite fente, j'ai entendu la voix de Tiffany, faible et tremblante. Le médecin a dit que le bébé n'a que 24 semaines, il pourrait naître prématurément à tout moment, s'il ne survit pas. Est-ce parce que j'ai péché? Parce que j'ai trompé? Un long silence a suivi. Puis j'ai entendu la voix de Parker, basse et stable. Ne pense pas comme ça. J'assumerai mes responsabilités. Reste calme. Cette voix, la même qui m'avait réconforté la nuit où j'ai donné naissance à James, me tordait maintenant les entrailles. J'ai dû m'appuyer contre le mur pour ne pas m'effondrer. La pièce sentait l'antiseptique, mais pour moi, l'air semblait épais et lourd de trahison. J'ai reculé pas à pas, le cœur battant, le souffle court, comme si quelqu'un me serrait la gorge. Je ne me souviens pas comment je suis sorti de l'hôpital. Je me rappelle seulement que lorsque j'ai ouvert la portière de ma voiture, ma main tremblait encore. Je suis resté assise un moment en silence, regardant à travers le pare-brise le ciel de Détroit se transformer en une épaisse couverture grise. Je voulais pleurer, mais aucune larme ne venait. Je ne ressentais plus de douleur, seulement un engourdissement. Chaque émotion avait été drainée, laissant derrière elle un vide aigu et froid, éclairé par la vérité aveuglante. J'ai pris une profonde inspiration, démarré la voiture et murmuré, « Très bien, si tu veux te cacher, je trouverai la lumière. » Ce soir-là, Parker est rentré tard. L'horloge approchait de 22 heures quand la porte du garage a grincé. J'étais assise dans le salon, la faible lumière jaune se reflétant sur un verre d'eau devant moi. Il est entré, son parfum coûteux et le froid extérieur se mêlant à l'odeur persistante d'antiseptique hospitalier. J'ai demandé doucement, « Tu as travaillé tard aujourd'hui ?» Il ne m'a pas regardé, répondant simplement avec désinvolture, « J'ai dû vérifier les chiffres financiers du premier trimestre. Les échéances approchent. » J'ai hoché la tête sans rien dire d'autre. Dans mon esprit, des fragments de suspicion avaient déjà commencé à s'aligner, comme une carte révélant lentement sa forme. Après un dîner rapide de reste froid, Parker est monté, son ordinateur portable à la main. J'ai écouté le bruit régulier des touches pendant environ 1 heure, puis le silence. La porte de la chambre était entr'ouverte, la lumière bleue de l'écran brillant faiblement. Puis elle s'est éteinte. Je savais qu'il s'était endormi. J'ai attendu 15 minutes de plus avant de me lever doucement. Dehors, Détroit était trempé par une pluie fine. J'ai ouvert la porte du garage, l'air froid me faisant frissonner. La berline grise de Parker était garée proprement au milieu du garage, impeccable comme toujours. J'ai ouvert la portière, me suis penché sous le volant et j'ai saisi un petit appareil noir dans ma main. La mini-caméra que j'avais commandée en ligne 2 jours plus tôt, de la taille d'1 pouce avec un micro intégré, connecté directement à mon téléphone. Je l'ai soigneusement montée dans une fente en plastique, précisément là où les yeux d'un conducteur ne la remarqueraient jamais. Un geste rapide, décisif, comme si je m'étais préparé à ça toute ma vie. J'ai refermé la portière en silence et vérifié le signal sur mon téléphone. Une petite lumière verte est apparue, connexion réussie.
J'ai rangé mon téléphone et suis resté immobile dans le garage quelques instants, écoutant la pluie tambouriner régulièrement sur le toit en tôle. L'odeur d'essence, de métal et de culpabilité emplissait l'air. Mais je ne tremblais plus. Je savais simplement avec une parfaite clarté que je venais de poser le premier piège. 3 jours plus tard, après le départ de Parker pour le travail, je me suis assis seul dans le salon et j'ai ouvert l'application d'enregistrement sur mon téléphone. Des dizaines de courts clips sont apparus, chacun de quelques minutes seulement. J'ai fait défiler jusqu'à hier, un segment de 20 minutes. J'ai appuyé sur lecture. Sa voix a rempli le petit espace de la voiture. Basse, familière et glaçante. Il parlait à Nathan, son meilleur ami, le même homme que j'avais invité pour Thanksgiving l'année dernière. Tiffany a accouché prématurément la nuit dernière. Le bébé est en unité de soins intensifs néonatal et les médecins disent que ça pourrait coûter plus de $100 000. Je vais temporairement puiser dans les fonds de l'entreprise. Juste une petite avance. Je le rembourserai plus tard. Une pause. Puis Nathan a ri légèrement. Dex, tu es fou? S'il t'attrape, tu perdras tout. Je sais, a répondu Parker. Mais je ne peux pas les abandonner. Je dois m'occuper de mon enfant. J'ai mis la vidéo en pause, les mains froides. Pas seulement de la trahison, pas seulement des mensonges. Il avait l'audace de voler l'argent de l'entreprise pour élever son enfant illégitime. Un homme qui prêchait autrefois l'éthique de travail et l'intégrité financière, disant maintenant, je le rembourserai plus tard. Comme une confession vide de sens. Je suis resté assise là longtemps, écoutant la pluie dehors. Mon cœur était inondé d'un sentiment étrange, froid mais lucide, presque impitoyable dans sa clarté. J'ai fixé l'écran, en pause sur son visage dans la voiture, les lampadaires projetant des ombres sur sa joue. J'ai murmuré, tu ne m'as pas seulement trahi, tu as commis un crime. Et pour la première fois depuis des semaines, j'ai eu l'impression de reprendre le contrôle de l'histoire. Un soir, après avoir couché James, je suis descendu pour imprimer ses devoirs. La maison était complètement silencieuse, seul le tic-tac de l'horloge murale et la douce pluie dehors brisaient le silence. J'ai ouvert l'ordinateur portable de Parker sur le bureau. L'écran était toujours allumé. Il avait oublié de le fermer en partant. Une fenêtre de mail était ouverte, l'objet attirant mon attention. Paiement fournisseur Megawatt Care LLC 6 mars. J'ai figé un instant, le cœur battant. Une partie de moi voulait la fermer immédiatement, mais l'autre, celle maintenant habituée à la suspicion, m'a forcé à lire. Je n'ai pas ouvert l'email. J'ai juste fait une capture d'écran. Ce nom, Megawatt Care LLC, tournait dans ma tête comme un code. Je n'avais jamais entendu parler de cette entreprise, mais les mots « paiement fournisseur » m'indiquaient que ce n'était pas personnel. C'était professionnel. Le lendemain matin, j'ai appelé Fern, mon amie proche. Elle travaillait au service comptabilité de l'Humanitech, la même entreprise que Parker. Elle était méticuleuse, discrète et, surtout, elle me croyait. Fern, dis-je doucement. Peux-tu vérifier un nom pour moi? Megawatt Care LLC. Si ça apparaît dans le système de paiement interne, fais-le-moi savoir. Elle a fait une pause, puis a dit, d'accord. Mais si quelque chose ne va pas, je devrais suivre le protocole comptable. D'accord. Je comprends, ai-je répondu. J'ai juste besoin de savoir si c'est réel. Toute la journée, j'ai porté en moi une attente douloureuse, comme si quelqu'un m'enfonçait des épingles dans la poitrine. J'ai quand même été travailler, j'ai vendu des voitures, j'ai souri comme une femme ordinaire. Mais à l'intérieur, chaque heure qui passait s'étirait, tendue. Cet après-midi-là, le message de Fern est apparu sur mon écran. Trouvé. Megawatt Care LLC est un nouveau fournisseur approuvé par Parker. Au moins 6 paiements effectués au cours des 3 derniers mois, chacun de quelques milliers de dollars, totalisant plus de $12 000. Tous étiquetés honoraires de consultation. J'ai lu 3 fois. Les mains devenant froides. Honoraires de consultation. Une expression propre pour un acte calculé. Pas une erreur de comptabilité, mais un détournement de fonds délibéré. Il avait créé un faux fournisseur. Envoyait de l'argent par son intermédiaire régulièrement. Peut-être pour Tiffany, peut-être pour couvrir les frais de sa naissance prématurée. Quoi qu'il en soit, c'était du vol. J'ai allumé l'imprimante. Chaque feuille sortait, blanche, froide et lourde.
Je les ai agrafés, les ai placés dans une enveloppe blanche et j'ai écrit sur le bord à l'encre noire, preuve. Megawatt Care. LLC, chaque trait tremblant semblait gravé dans la chair. J'ai fixé l'enveloppe longtemps. Petite, fine, mais lourde de vérité. Une traînée de sang qu'aucune quantité de données supprimées ne pourrait effacer. J'ai murmuré d'une voix rauque, j'ai trouvé la tache de sang de son crime. 2 semaines plus tard, un soir de semaine calme, Parker prenait sa douche plus tard que d'habitude. Il a laissé son téléphone sur le comptoir de la cuisine, l'écran toujours allumé, un nouveau message apparaissant. J'allais détourner le regard, mais le nom de l'expéditeur a glacé mon cœur. Tiffany Wilson. Ma main a légèrement tremblé en le prenant, j'ai entré son code. Sa date de naissance. Le verrou s'est ouvert immédiatement. Il n'a jamais pensé que je ferais ça car il croyait au silence que j'avais maintenu pendant des années. Le message est apparu. Bébé Ellie sortira dans 4 semaines. Je pense qu'organiser un sip and tea chez toi serait parfait. Ta femme sera-t-elle en voyage d'affaires? J'ai relu chaque mot comme si mes yeux refusaient d'accepter ce qu'ils voyaient. Sip and tea, Ellie, chez toi. Chaque mot était une lame. 1. Sip and tea. Une fête pour accueillir un nouveau-né où les parents présentent fièrement leur bébé à leurs amis. Chez lui. Chez moi? Parker a répondu en quelques secondes. Sans hésitation. Oui, vas-y et organise ça. Le mariage de sa cousine est début juin. Nous aurons 3 jours. Elle ne sera pas à la maison. Je suis resté figé, le téléphone me brûlant la main. Chaque phrase était une vérité irréversible. Il ne me trahissait pas seulement. Il s'apprêtait à transformer la maison que j'avais bâtie avec chaque heure supplémentaire et chaque petite économie en une scène où son péché serait célébré. J'ai levé les yeux vers la cuisine, la chaise haute de James, le frigo couvert de ses dessins, la carte d'anniversaire de l'année dernière de Parker et moi. Tout cela deviendrait le décor d'un mensonge enrobé de sucre où les gens trinqueraient à son enfant. J'ai serré le téléphone, les lèvres tremblantes. Dans mon esprit, des images défilaient. La chambre d'hôpital, la facture de Megawatt Care LLC, et maintenant cette invitation à la fête. Tout était lié. Une chaîne parfaite de culpabilité. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai reposé le téléphone exactement là où il était, et j'ai reculé. Pour la première fois depuis des années, je ne me sentais pas comme une victime. Je me sentais comme celle qui tenait le scénario, et lui, bien qu'inconscient, venait d'entrer dans l'acte 2 d'une pièce qu'il avait écrite lui-même. Le lendemain matin, alors que Parker sirotait son café et parcourait les nouvelles, j'ai dit doucement, le mariage de ma cousine est à Boston, début juin. Je serai parti pour 3 jours. Il a levé les yeux, fatigué, ses yeux s'illuminant brièvement. Vraiment? Bien. Je garderai la maison. J'ai hoché la tête, gardant un ton naturel, comme une femme qui faisait encore confiance à son mari. Mais dans mon esprit, chaque détail du plan avait commencé à se mettre en place. Ce jour-là, j'ai quitté le travail plus tôt et je suis allé dans un petit hôtel du centre-ville de Détroit, à 4 pâtés de maison de chez nous. Je ne me suis pas enregistré, j'ai juste réservé une chambre pour début juin, la date de la fête. J'ai payé en espèces, sans utiliser de carte, et j'ai demandé de ne pas conserver d'informations personnelles. Quand l'employé a demandé « voyage d'affaires », j'ai souri et répondu « juste quelques jours pour moi ». Les jours suivants, j'ai travaillé comme une ombre. Pendant que Parker allait au travail, je restais à la maison à rassembler chaque pièce. De la caméra de la voiture, j'ai extrait les parties où il discutait de prendre l'argent de l'entreprise. De Fern, j'ai reçu les relevés internes tamponnés, suffisants pour prouver le détournement de fonds. De son ordinateur portable, j'ai imprimé des captures d'écran de l'email de Megawatt Care LLC et des registres de paiement. J'ai étiqueté chaque élément, les ai classés par date et les ai rangés dans des pochettes transparentes. La 3e nuit, j'étais assis seul dans le bureau, l'ordinateur portable ouvert, sa lumière projetant des ombres sur mon visage. J'ai lancé une application de présentation, j'ai fait glisser chaque image en séquence, j'ai réglé le texte en blanc sur fond noir. La première diapositive disait « Les devis de Parker Paxton ». J'ai fixé cette ligne longtemps. Chaque diapositive suivante montrait un autre masque qu'il portait. Mari modèle, bon père, manager de confiance. Et sous ces images se trouvait la vérité. Facture, enregistrements audio, registre de paiement, message texte avec Tiffany.
Je n'ai pas précipité les choses. J'ai ajouté chaque transition lente, chaque photo glissant sur l'écran comme une lame. Une fois terminé, j'ai sauvegardé 3 copies, une sur une clé USB, une sur un email anonyme et une sur mon téléphone. Je me suis penché en arrière. L'horloge avait passé minuit. Dehors, le klaxon d'un train résonnait depuis la rivière Détroit, long, froid et solitaire. J'ai fermé les yeux, l'écoutant résonner comme un avertissement du futur que certaines vérités ne peuvent jamais être enterrées. J'ai ouvert les yeux et me suis murmuré, si tu veux parader en père parfait, je leur montrerai ton autre visage, celui du traître. 2 mois passèrent. Tiffany accoucha prématurément, mais le bébé survécut après 8 semaines en unité de soins intensifs néonatales. Je n'ai pas eu à chercher. Tout est venu à moi. Ce matin-là, j'ai vu leurs photos apparaître sur Facebook. Tiffany berçant le bébé, le visage épuisé mais radieux. À côté d'elle, Parker passait un bras autour de ses épaules, ses yeux fiers et tendres. Des yeux qui m'avaient autrefois fait croire qu'il était un homme bon. Sa légende disait « Bienvenue à la maison, Ellie ». J'ai fixé la photographie longtemps. Bienvenue à la maison. La maison à laquelle il faisait référence. L'endroit même où mon fils et moi vivions encore, l'endroit qu'il s'apprêtait à utiliser pour accueillir l'enfant de sa liaison. Je ne ressentais plus de douleur, seulement un frisson agréable. Quand la vérité est entièrement exposée, elle ne fait plus mal. Elle ne fait que vous préparer à la contre-attaque. Sous la publication, j'ai lu l'annonce que j'attendais. Sip and See. Samedi 5 juin à la résidence Paxton. Pas de surprise, pas de choc, juste un léger hochement de tête. Tout se déroulait exactement comme le message de Tiffany le lui avait dit. Il ne se doutait de rien, croyant que j'étais vraiment allé à Boston, comme je l'avais dit. Le lendemain, pendant ma pause déjeuner, j'ai vérifié mes emails professionnels et j'ai trouvé une série d'invitations. Sip and See, maison des Paxton. Il avait invité près de 40 personnes, tous ses collègues et de nouveaux clients, des gens qui ne m'avaient jamais connu, n'avaient jamais mis les pieds dans cette maison, n'avaient jamais vu la vérité derrière les photos de famille encadrées dans le salon. J'ai fini de lire, je n'ai pas ri, je n'ai pas parlé. J'ai seulement pris une lente gorgée de café, ouvert mon ordinateur portable et créé un nouveau dossier sur l'écran. Je l'ai nommé SIPNC 5 juin. À l'intérieur, j'ai copié chaque document que j'avais préparé, les images de la caméra de la voiture, les relevés de Megawatt Care LLC de Fern, les captures d'écran des emails et les conversations enregistrées entre lui et Nathan. J'ai numéroté chaque fichier et les ai étiquetés clairement, puis j'ai fait 2 copies de sauvegarde. Une sur une clé USB. Une envoyée sur un compte cloud qu'il ne connaissait pas. J'ai levé les yeux vers la fenêtre. Dans la rue, les lilas étaient en fleurs. Les gens promenaient leurs chiens. Les enfants couraient. Une journée normale et paisible. Pourtant, je savais que j'entrais dans une phase sans retour en arrière. Je me suis adossé à ma chaise, entendant mon cœur battre régulièrement. Je n'avais plus peur, même plus de colère. J'attendais le 5 juin, le jour où il célébrerait publiquement une fausse joie, et où j'exposerais la plus vraie des vérités. Le soir du 4 juin, je suis arrivé au petit hôtel que j'avais réservé 2 mois plus tôt, une chambre au 3e étage avec vue sur la rivière Détroit, calme et impeccable. J'ai posé mon sac, sorti la clé USB, les documents imprimés et l'enveloppe de rechange, les arrangeant soigneusement sur le bureau en bois près de la fenêtre. Les derniers rayons du jour tombaient sur le bureau, projetant une douce lueur dorée, chaude et pourtant étrange. Je me suis assise là, j'ai ouvert mon téléphone et j'ai appelé Fern. Sa voix est venue à travers le haut-parleur, légèrement tremblante, « Tu vas bien, Angela ?» J'ai regardé la pile de documents étalés devant moi et j'ai répondu lentement, « Je vais bien, mais j'ai besoin de ton aide pour une dernière chose. » J'ai baissé la voix. S'il se passe quoi que ce soit, s'il réagit ou si je ne te contacte pas dans 2 jours, envoie cette enveloppe à l'avocat Mitchell. Il est déjà au courant. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil pendant quelques secondes. Puis Fern a demandé, « Tu es sûr, Angela ? » Ça va tout changer. J'ai fermé les yeux, mon ton calme mais ferme. Personne ne mérite d'être trahi dans le noir. Fern, il a vécu ses mensonges assez longtemps. Fern a soupiré. Je ferai ce que tu dis. Fais attention. J'irai bien. J'ai raccroché et je suis entré dans la salle de bain. La lumière jaune sur le miroir projetait une douce couche de chaleur. Je me suis regardé dans le miroir longtemps.
La femme qui me regardait était étrange. Ses yeux n'étaient plus clairs comme avant, mais profonds, sombres et résolus. J'ai ouvert ma trousse de maquillage, pris un rouge à lèvres rouge foncé et tracé lentement une ligne sur mes lèvres. Ce rouge n'était pas pour la séduction, mais une armure. La seule chose qui me faisait me sentir forte. Sur le bureau, l'ordinateur portable brillait encore, son écran figé sur la première diapositive de la présentation. Les 2 vies de Parker Paxton. Je me suis approché et les regardai un long moment. La lumière bleue de l'écran se répandait sur mon visage, se mêlant à la lumière de la pièce, me faisant ressembler à quelqu'un d'autre. Plus l'Angela fragile, mais quelqu'un qui prend le contrôle. J'ai fermé l'ordinateur portable, pris une profonde inspiration et éteint la lumière. Dehors, la pluie avait commencé à taper sur la vitre, comme le son d'une fin approchant. Demain, cette maison n'appartiendra plus à Parker. Demain, la vérité sera vue en pleine lumière, devant tout le monde. Le samedi après-midi, Détroit était baigné d'un soleil éclatant. Je me suis garé à 4 maisons de la nôtre et je me suis tenu à distance, regardant ma maison. D'ici, je pouvais voir des VUS s'entasser dans l'allée, le portail grand ouvert, des éclats de rire résonnants. Sur la clôture, des ballons roses et blancs s'entrelaçaient, une pancarte devant la porte disait « Bienvenue, bébé Ellie ». J'ai souri finement. Cette pancarte était accrochée à la maison même que j'avais repeinte l'été dernier. J'ai traversé la rue et rejoint la foule. L'intérieur de la maison brillait. L'odeur du vin et du gâteau emplissait l'air. Environ 40 invités, principalement des collègues et des clients de Parker, discutaient. Tout le monde souriait, levait son verre, ignorant que la fête était bâtie sur des mensonges. Je me suis tenu devant la porte de la cuisine, observant discrètement à travers la vitre. Tiffany portait une longue robe blanche, tenant la petite fille, Ellie. Elle semblait pâle, mais son visage rayonnait sous la lumière des félicitations. À côté d'elle, Parker passait son bras sur son épaule, un sourire si éclatant qu'il semblait faux. Il se tenait dans le salon avec une flûte de champagne, la lumière de la fenêtre reposant sur son visage confiant. « Merci à tous d'être venus, dit-il à voix haute, sa voix claire et calme comme s'il menait une réunion. Aujourd'hui est un jour spécial, le jour où nous accueillons bébé Ellie dans le monde. » Les applaudissements suivirent et à ce moment précis, la télévision du salon s'alluma. L'écran devint noir. Une simple ligne froide apparut. Les 2 vies de Parker Paxton. La musique s'est arrêtée. Tout le monde s'est retourné pour regarder. La première diapositive est apparue. Le relevé bancaire de Megawatt Care LLC, $12 000 d'honoraires de consultation. Puis la capture d'écran suivante de l'email, paiement fournisseur, 6 mars. Puis l'image de l'hôpital Saint-Marie Merci, signée pour la chambre 303. Une voix a crépité dans les haut-parleurs. La voix de Parker, tirée de la caméra de la voiture. Tiffany a accouché prématurément la nuit dernière. Les coûts des soins intensifs néonatals pourraient dépasser $100 000. Je vais puiser temporairement dans les fonds de l'entreprise. Le silence s'installa dans la pièce. Seul le cliquetis métallique de verre se touchant accidentellement brisa le silence. Tiffany pâlit, les lèvres entr'ouvertes. Dex, qu'est-ce que c'est? Et Parker, debout là, au milieu de la foule de collègues, parmi les gens qu'il avait autrefois admirés, baissa simplement la tête. Plus de musique, plus de mots, seulement la vérité brillant sur l'écran comme une lame à travers la façade. Et à ce moment, j'ai su que j'avais repris tout ce qu'il avait volé. Pas par la violence, mais par la révélation. Parker ne pouvait pas dire un mot. Il regarda autour de lui dans la pièce où des visages familiers semblaient soudain étrangers. L'homme autrefois loué comme l'incarnation de la responsabilité et de l'éthique professionnelle se tenait maintenant dans sa propre maison au milieu de collègues stupéfaits, comme un criminel exposé en public. Ses mains tremblaient. Le verre tomba au sol, le vin rouge s'étalant sur le tapis comme une tache de sang s'élargissant lentement. Il chancela de quelques pas, puis s'effondra sur le canapé. Personne ne dit rien. Tiffany serra simplement le bébé fort contre elle, évitant le regard de tout le monde. Je me suis dirigé vers la table, j'ai sorti un dossier marron de mon sac et je l'ai posé doucement sur la surface en bois au centre de la pièce. Les papiers à l'intérieur se sont déployés, les papiers du divorce, tout signés. Je les regardais, la voix calme et claire. Ce n'est pas une vengeance, Parker. C'est une révélation nécessaire. Il leva les yeux rouges, les lèvres tremblantes, mais aucun son ne sortit.
Dans son regard, j'ai vu un effondrement complet. Non seulement parce qu'il était exposé, mais parce qu'il réalisait que la femme en face de lui n'était plus quelqu'un qu'il pouvait contrôler. Quelques invités posèrent tranquillement leur verre et partirent. Quelques autres restèrent, me regardant avec un mélange de sympathie et d'admiration. J'ai dit, plus rien. Je n'avais pas besoin de plus. Tout avait été dit par les images, par le silence de la pièce. Je me suis retourné et j'ai franchi la porte. La brise d'été de Détroit soufflait, emportant l'écho des cigales et l'odeur persistante du vin. Derrière moi, j'ai entendu quelqu'un retenir un sanglot, probablement Tiffany, et le bruit d'une chaise qui se renverse alors que Parker essayait de se lever, mais je n'ai pas regardé en arrière. 3 jours plus tard, la nouvelle s'est répandue chez Luminitech. Un email interne a été envoyé à tout le personnel. Le service juridique enquête sur une suspicion de détournement de budget. Le directeur financier Parker Paxton est suspendu jusqu'à nouvel ordre. Je n'étais pas surprise. Fern avait transmis toutes les preuves. Les relevés de Megawatt Care LLC, les emails et les enregistrements audio directement au service juridique. Ce que j'avais préparé n'était pas seulement pour l'exposition, mais pour la clôture. Pendant ces 3 jours, je n'ai pas vu Parker. Il a disparu de la maison, pas de texto, pas d'appel. Seule la maison silencieuse est restée, la chaise renversée et les taches sombres de vin séché sur le tapis comme preuve de l'après-midi où tous les mensonges ont été mis à nu. 2 semaines plus tard, la section des nouvelles financières locales de Détroit a publié un court article. Luminitech suspend son directeur financier Parker Paxton dans l'attente d'une enquête interne pour détournement de fonds. J'ai lu l'article en silence. Pas de triomphe, pas d'agonie, juste comme si je regardais un film dont je connaissais déjà la fin. Sa vie a commencé à s'effondrer, morceau par morceau. Tiffany a été licenciée 1 semaine plus tard. L'agence de marketing où elle travaillait a cité un manquement à l'éthique professionnelle affectant l'image de marque. Son assurance maladie a été immédiatement coupée. Les factures pour le traitement de bébé Ellie à l'hôpital Saint-Marie-Merci se sont accumulées, le montant dépassant de loin ce qu'elle pourrait jamais payer. Je l'ai appris par Fern, qui avait toujours un ami dans le service financier de l'hôpital. Tiffany a emménagé dans un appartement délabré à East Point, vivant de l'aide gouvernementale temporaire. Sur les réseaux sociaux, j'ai vu qu'elle apparaissait moins souvent, son visage creusé, ses yeux ceux de quelqu'un qui se réveille d'un long cauchemar. Quant à Parker, l'entreprise a engagé des poursuites pénales. Une fois que le service juridique a transmis le dossier à la police, rien ne pouvait être défait. Le mémo interne a confirmé qu'il avait retiré plus de 12 000 $ du fonds du projet via le faux compte MW Care LLC. Ce compte était enregistré sous un faux numéro d'entreprise et l'adresse indiquée était une boîte postale à Avonia. Je me souviens avoir soupiré en lisant ce mémo, non par pitié, mais parce que le résultat semblait inévitable. Un matin de début juillet, j'ai reçu un texto de Fern. Il a quitté la ville, loué un appartement à Dearborn, dans le sud-ouest. Personne ne veut lui louer après ça. J'ai regardé par la fenêtre. La rangée d'arbres devant la maison se balançait sous le soleil matinal. James était assis sur le perron, dessinant des gribouillis à la craie sur le chemin. Je suis sorti, je me suis assise à côté de lui et j'ai senti son souffle chaud. Mon fils a levé les yeux, a demandé innocemment, « Maman, est-ce que papa va revenir à la maison ?» J'ai souri doucement, lui ai caressé les cheveux. « C'est bon, James. Certaines personnes doivent simplement apprendre leur leçon ailleurs. » 3 mois plus tard, le tribunal de la famille du comté de Wayne a rendu son jugement final. J'ai obtenu la garde exclusive de James, la maison et tous les biens, sur la base des preuves de la fraude financière et de l'inconduite conjugale de Parker. Mon avocat n'a mis que 10 minutes pour présenter le dossier complet. Tout avait été préparé à l'avance. Quand le juge a frappé le marteau, j'ai levé les yeux et j'ai vu la lumière du soleil entrer par la fenêtre du tribunal. Cette lumière est tombée sur la pile de documents, sur mes mains, sur les callosités de la femme qui n'était plus une victime. Je n'ai pas pleuré. J'ai simplement murmuré, la justice n'a pas besoin de crier. Elle doit seulement arriver au bon moment. 1 mois plus tard, Détroit entrait dans le début de l'automne. Les feuilles commençaient à dorer. Le ciel était haut et clair, et le vent de la rivière soufflait froid mais doux. J'ai emmené James se promener le long de la Détroit Riverwalk, un chemin pavé parallèle à l'eau, où les citadins viennent souvent faire de l'exercice ou regarder la fin de l'après-midi passer. James courait devant, tenant un petit cerf-volant en forme de dauphin, riant à chaque fois que le vent tendait la ficelle.
Je marchais lentement derrière lui, regardant le rire de mon fils et sentant une légèreté en moi, comme de l'eau. Nous nous sommes arrêtés sur un banc de pierre près du quai. James s'est retourné, ses yeux clairs et innocents, et a demandé « Maman, est-ce que papa va revenir à la maison ?» Cette question m'a fait marquer une légère pause. Une partie de moi voulait autrefois lui donner une réponse douce, quelque chose comme « peut-être un jour » ou « il t'aime toujours ». Mais la vérité n'a pas besoin d'embellissement, seulement d'être dite avec gentillesse. Je me suis assise, j'ai serré James contre moi, j'ai passé mes doigts dans ses cheveux doux et j'ai souri. C'est bon, mon chéri. Certaines personnes n'apprennent leur leçon que lorsqu'elles sont seules. James a hoché la tête comme s'il comprenait, à sa manière enfantine, ne saisissant pas tous les faits, mais sentant la paix dans mon ton. Il a posé sa tête sur mon épaule, sa petite main serrant la mienne plus fort. La brise de la rivière passait, emportant l'odeur de l'eau, des fleurs sauvages et une faible musique d'un café lointain. J'ai regardé la rivière, sa surface reflétant le coucher du soleil, et j'ai pensé à tout ce qui s'était passé. Je ne ressentais plus de colère envers Parker. Je ne ressentais qu'un vide tranquille, le genre laissé par les gens qui sont partis et par moi-même qui était sorti de l'ombre d'une vie antérieure. James a soudainement tiré sur mon bras, a levé son cerf-volant haut et a dit « Maman, il vole plus haut maintenant ». J'ai levé les yeux et j'ai vu le cerf-volant vert jade s'étirer dans le ciel rouge orangé. J'ai ri, un vrai rire, léger et clair, emporté par le vent. À ce moment, j'ai réalisé que certaines pertes n'ont pas besoin d'être comblées, seulement laissées en paix parce qu'elles sont devenues le ciel ouvert où autre chose peut s'élever. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu un email m'invitant à rejoindre un groupe de soutien appelé « Détroit Reclin », un espace pour les femmes qui avaient subi des abus financiers, une trahison ou une perte de contrôle sur leur vie, pour se réunir, partager et apprendre à recommencer. J'ai hésité quelques secondes avant de cliquer sur « Rejoindre ». La première réunion a eu lieu dans une petite salle du centre communautaire près de Midtown. Au mur étaient accrochés des portraits de femmes de tous âges avec une légende audacieuse « Nous ne récupérons pas ce qui est perdu, nous construisons ce qui vient après ». Je me suis assise au dernier rang, écoutant chaque femme partager son histoire. L'une contrôlée par son mari via les comptes bancaires, une autre spoliée de son héritage par son frère. Une autre encore trompée pour signer des contrats de dette. Chaque histoire était un morceau de la douleur que j'avais autrefois portée. Et j'ai réalisé que je n'étais pas seul. Quand ce fut mon tour, je me suis levé. La pièce est devenue silencieuse. J'ai regardé autour de moi, les visages des femmes me regardant avec compréhension, pas de jugement. J'ai pris une inspiration et j'ai dit, la trahison ne nous tue pas. Elle ne fait que couper la partie empoisonnée pour que nous puissions continuer à vivre. Les mots sont sortis doucement, comme un souffle. Mais alors qu'ils résonnaient dans la pièce, j'ai senti quelque chose se soulever de ma poitrine. Une femme plus âgée au premier rang s'est penchée pour prendre des notes en silence. Puis elle a levé les yeux rougis. La pièce est restée silencieuse, seul le faible bruit d'un stylo grattant le papier. Petit mais lourd de sens. Je me suis assise, me sentant plus légère. Je n'avais pas besoin de raconter toute mon histoire pour obtenir de la sympathie. J'avais juste besoin d'en dire assez pour que quelqu'un d'autre puisse voir. De nos blessures les plus profondes, nous pouvons encore devenir notre propre guide, et peut-être celui de quelqu'un d'autre. Après la fin de la réunion, une jeune femme s'est approchée et m'a serré la main fermement. « Merci », a-t-elle murmuré. « Grâce à vous, j'ai enfin osé raconter mon histoire. » J'ai souri et répondu, « Dites-le à voix haute. Vous vous sentirez plus légère. La vérité ne nous affaiblit pas. Elle nous libère. » Dehors, le ciel de Détroit était d'un violet profond au crépuscule. La lueur du coucher de soleil se reflétait sur les portes en verre. Je suis sorti dans la rue, sentant le vent d'été dans mes cheveux, emportant l'odeur du café, de la circulation et quelque chose de profondément familier. L'odeur d'un commencement. Le temps a passé plus vite que je ne l'imaginais. L'été a filé et l'automne est arrivé. Les arbres bordant Jefferson Avenue sont devenus jaunes, leurs feuilles tombant par vagues avec la brise. Ce matin-là, je me suis réveillé tôt alors que James dormait encore. J'ai préparé une tasse de thé, mis un manteau et suis sorti de la maison en voiture. La ville se réveillait à peine, une légère brume planait encore sur la rivière Détroit. Je me suis arrêté au début du pont MacArthur, la travée qui relie le continent à Belle-Île, où j'emmenais autrefois James regarder les feux d'artifice chaque jour de l'indépendance. Je suis sorti, tenant fermement un trousseau de vieilles clés.
La porte d'entrée, le garage, le coffre-fort, chacune faisait autrefois partie d'un mariage qui n'était devenu rien de plus que des symboles de captivité. Le vent de la rivière soufflait froid, avec un léger goût de métal. Je me suis appuyé contre la rambarde, regardant l'eau agitée en contrebas, le lever du soleil s'étalant lentement sur sa surface, peignant une lumière dorée sur les bâtiments lointains. Tout était calme, juste le doux bruit des vagues et le battement régulier de mon cœur. J'ai tendu la main, tenant les clés dans ma paume, sentant leur poids, le poids du passé, des années passées à s'accrocher à une porte qui ne s'ouvrirait plus jamais. Puis j'ai lâché prise. Un léger plouf a résonné, petit mais retentissant. Les clés ont tournoyé, capté la lumière du matin, puis ont disparu dans l'eau bleu-gris. Je suis resté immobile, le vent passant dans mes cheveux, les yeux regardant les ondulations se propager. Une légèreté a fleuri dans ma poitrine. Pas de la joie, mais la certitude calme de quelque chose de vraiment clos. J'ai sorti mon téléphone, ouvert l'appareil photo et pris une photo. Le pont, la rivière et le lever du soleil derrière moi. Un cadre sans autre personne, mais la preuve la plus claire que j'avais choisi la liberté. Et la trahison n'a pas besoin de pardon pour disparaître. Elle a seulement besoin d'être vue.